Eh bien, bonsoir, mes petits Pakistanais volants de l'Amazonie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et je suis présent pour vous offrir mes analyses et prédictions de la carte de l'UFC Vegas 29 qui, bien sincèrement, sacrifice, hein? Pas le pay-per-view de la semaine passée, mettons. Donc, on va faire ça, analyse prédiction complète. On va aller très rapidement parce qu'écoute, je le sais qu'il n'y a pas grand monde qui est probablement très intéressé à m'entendre parler pendant une demi-heure de ces estis de combats-là. Donc, on va y aller le plus rapidement possible et on va commencer ça avec le main event de la soirée qui est le combat que vous voulez voir. Là. Si vous avez quoi d'autre à faire samedi soir, mettons, là, vous pouvez très bien faire ça puis revenir à temps pour le main event ou checker le main event le lendemain, même si vous ne pouvez pas le checker live. Puis, d'après moi, vous allez pas mal voir tout ce qu'il y a à avoir vu sur cette carte-là. Parce que, bien sincèrement, il y a beaucoup de combats, mais il n'y a pas beaucoup de combats qui veulent dire grand-chose. Même celui-là, c'est un très bon featherweight action fight, mais Korean Zombie n'est pas à un combat, ni même deux combats, d'après moi, d'un title shot. Même chose pour Danny Gay. Donc, tu sais, ce combat-là, c'est deux ranked featherweight. Ça va être le fun, puis c'est pour ça qu'ils ont mis ça sur 5 rounds, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où on s'en va avec ça? Est-ce qu'on a un prochain champion, un prochain contender dans ce combat-là? Pas immédiatement, du moins. Donc, écoutez, c'est ça qui est ça. Pour ce qui en est du match-up, c'est deux counter-strikers. Ça risque d'être très intéressant. Moi, personnellement, j'ai hâte de voir Korean Zombie. Je ne sais pas à quoi m'attendre de Korean Zombie parce que dans les derniers temps, il est passé vraiment du malade mental qui courait après ses adversaires, qui défendait tous les punches avec son visage, puis qui essayait juste de brawler wildly, à un counter-striker plus un peu réfléchi et efficace. Il veut encore mettre la pression, essayer d'éliciter des shots de son adversaire pour répondre avec ses counters, puis il a vraiment comme développé un KO power, développé un finishing power euh, en améliorant sa technique, chose qu'il n'y avait pas nécessairement avant debout quand il était juste wild. Mais ça l'a culminé dans une très drôle de performance contre Brian Ortega. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce combat-là pour savoir est-ce que c'est juste ça, Korean Zombie? Est-ce que c'est rendu un combattant qui, oui, va essayer de stalker son adversaire, mais qui va être hésitant puis qui va attendre les bonnes occasions de s'élancer, puis que si son adversaire est juste vraiment tête, vraiment technique, fait bien ses choses, comme Brian Ortega l'a fait, Zombie va être un peu figé devant lui, puis il ne saura pas quand lancer, puis quand il va lancer, il va se lancer directement dans les counters de son adversaire. Est-ce que c'est rendu ça ou c'est juste le match-up contre Ortega qui a donné ce genre de combat-là spécifique? Parce qu'on s'entend que Danny Gay, très bon counter-striker, mais lui aussi, il a tendance à vouloir brawl wildly debout, puis écoute, c'est pas... dans tous les derniers combats avant celui d'Ortega, c'est le genre de combat que Korean Zombie a gagné, entre vous et moi. Parce que tu as un adversaire qui est très agressif, qui veut venir vers lui, puis qui va langer avec des strikes dans la pocket, où Zombie est super tête avec son striking, puis est en mesure de lander des counters très solidement. Ceci étant dit, Danny Gay est tough, man. Tough. C'est peut-être pas le gars qui a le meilleur cardio, bien qu'il se bat quand il est complètement épuisé quand même. On l'a vu contre Calvin Kattar, mais justement contre Calvin Kattar, il a à peu près mangé toutes les shots qui existaient et puis ben, ne s'est pas fait féder. Ceci étant dit, dans ce combat-là, c'était beaucoup plus Kattar qui allait de l'avant, qui essayait de mettre la pression. Puis Ige s'est retrouvé un peu dans une coquille défensive où, oui, il absorbait beaucoup de shots, mais voyait quand même bien les coups de Calvin Kattar venir en retour, puisque justement, il lançait pas tant que ça. Je pense que Korean Zombie ne va pas lancer là, des combinaisons par la tête à Danny Gay comme le faisait Calvin Kattar. Donc, je pense plus que c'est le genre de situation où Ige va lounge in dans la pocket en essayant de lancer sa combinaison. Puis Korean Zombie va le cut avec un counter. Il est très fort avec ses uppercuts. Il est très fort avec beaucoup de techniques, je vous dirais, debout, mais c'est principalement ces uppercuts qui ont fini des gens dans les dernières années. Donc, écoute, je vais prendre un petit gamble sur Korean Zombie par TKO à quelque part. J'ai envie de dire au deuxième round, honnêtement, parce que Danny Gis, il commence à développer une tendance où il sort très fort dans ses combats. Dans ses premiers combats, ce qui est arrivé, c'est qu'il sortait très fort, se gazait out complètement.
Puis là, il s'est dit, oh shit, j'ai besoin de mieux gérer mon énergie, mais c'est quand même un combattant qui sort fort au premier round, qui a beaucoup de misère à pas y aller balls to the walls dès le début du combat. Ça fait que souvent, il prend le deuxième round peut-être un peu plus off dans ses combats. Fait que souvent, un combat de Danny Gay, tu vas le voir gagner le premier, clairement perdre le deuxième parce qu'il met pas autant d'output puis tout vers son adversaire. Puis là, revient fort au troisième. C'est comme ça un peu qu'il a trouvé le moyen de gérer son énergie. C'est en prenant un round off, puis c'est souvent le deuxième. Donc, je sais que c'est un combat de 5 rounds, puis c'est un peu plus dur de gager lequel round il va essayer de prendre off. Mais mon gamble, c'est Korean Zombie par TKO au deuxième round. Il va le cut clean avec un counter quand que Danny Gay va essayer de rentrer. De façon reckless, parce que Gay, très bon wrestle boxer, est capable d'amener le combo au sol, une bonne submission game quand même, garde un bon pace, même s'il n'est pas capable de le maintenir nécessairement pour tout le combat. Son problème, c'est que c'est pas le plus technique des strikers. Il est puissant, il est willing, mais c'est pas le plus technique. Donc, des fois, il peut lounger dans la pocket puis pas trop penser à ses repères défensifs. Chose que Korean Zombie ne fait pas non plus. Là. Entre vous et moi, c'est pas un bon combattant défensif. On a deux mauvais combattants défensifs ici. Pourquoi ça risque d'être, en fait, d'être un très bon combat? Mais bref. Zombie, TKO au deuxième round, pour moi, ça nous mène à un combat entre Alexei Oleinik et Sergei Spivak. J'espère vraiment qu'Alexei Oleinik va récolter sa 60e victoire chez les pros, mais je pense qu'on est dans un point où je le pique tout simplement plus. Gas out 4 fois plus vite qu'avant, semble de plus en plus vieilli, donc n'a plus la physicalité de quand il affronte des combattants plus jeunes. Puis tu sais, Sergei Spivak, c'est pas compliqué. S'il peut out-wrestle son adversaire, il va gagner. S'il peut pas out-wrestle son adversaire, il va perdre. Et puis, je pense que c'est la meilleure façon de se faire soumettre par Alexei Oleinik, ben honnêtement, mais j'ai plus confiance en Oleinik. Honnêtement, j'ai plus confiance en Oleinik. Je pense plus qu'il est assez durable, basically, pour que j'arrive et que je le pique dans des combats dans l'UFC anymore, dans mes pics. Fait que j'ai Sergei Spivak, TKO, troisième round du Grand and Pound au sol, genre. Ensuite, Marlon Vera, Davy Grant, un rematch qui est bizarre de penser que c'est un combat qui a été gagné par Davy Grant quand il a complètement out-wrestle Marlon Vera. Puis ça, c'est un des bons combats sur la carte, honnêtement, parce que Davy Grant n'est pas le plus technique des strikers, mais est tellement willing, puis il y a des left hooks qui, tu sais, il est grand, puis on dirait que son left hook, il vient tout paresseux, pas trop de power, puis pas qu'il réussit à taguer ses adversaires direct sur le chin, puis une coupe de finish là, récemment dans ses combats à cause de ça. Surprenant qu'il arrive et qu'il finisse Marlon Vera debout. C'est pas vraiment quelque chose qu'on voit. S'il est capable d'amener le combat au sol, ça se peut qu'il y ait encore du succès au niveau du grappling parce que Davy Grant est un grappler très surprenant. Mais Marlon Vera est lui-même un très bon grappler. Quelqu'un qui devrait avoir l'avantage ici debout puis qui va probablement, avec son training qu'il a eu depuis le premier combat, être maintenant le meilleur lutteur des deux combattants. Donc je pense que c'est un combat qui avait été un petit peu en faveur de Grant la première fois à cause du grappling. Là, je pense qu'il n'y aura plus vraiment cette option-là sur la table pour lui. Donc, je n'ai pas le choix de favoriser le chum Marlon Vera et ça va être par décision. Une autre affaire que je trouve moyen de cette carte-là, c'est que j'essaie d'analyser beaucoup de ces combats-là, puis les combats, tant que je vois gagner, je ne les vois pas nécessairement finir leur adversaire, donc je m'attends à beaucoup de décisions sur cette carte-là. Ça nous mène à Julian et Rosa Sung Woo Choi, ça va être le fun. C'est un combat, je trouve, qui est bien booké, parce que Rosa a comme 3 ou 4 victoires consécutives là, en ce moment, chose que c'est bizarre à penser, commence à ce qu'il y a des noms qui viennent et qui partent dans la division, commence à avoir un bon record contre la division. Tu as juste perdu contre des bons combattants. Et puis, honnêtement, si c'est le temps pour Julian et Rosa de faire une run, puis de devenir pas, ça ne sera jamais un championship fighter ni rien. On s'entend, c'est un combattant avec une fiche de 25-9. C'est déjà pas mal un journeyman en général. Mais s'il est pour faire une run vers le top 15, genre une genre de late career Alex Caceres run, je pense que c'est le temps là ou jamais. Mais ça va être dur contre Sung Woo Choi qui a vraiment surpris dans ses derniers combats, notamment contre Youssef Zalal où il fait OK Zalal, t'es un back foot striker, pas de trouble, j'ai le reach sur toi, fait que je vais juste te stalker puis te garder at range où je peux te frapper puis tu peux pas me frapper. Puis
Il s'appelle Choi, il est coréen, il défend un punch avec sa face et puis il retourne des punches en retour. Le seul knock un peu qu'on peut avoir sur lui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de power, c'est pas un grand finisher, c'est quelqu'un qui va lancer 200 punches par ta tête, mais qui va pas nécessairement te faire très mal avec aucun de ces punches-là. Et puis Julian Erosa va vraiment être le bon vétéran, plus crafty, plus technique assurément debout, mais qui va avoir à deal avec un madman qui va courir après tout le long du combat. Moi, honnêtement, je lean en faveur de Sung Woo Choi par décision dans ce combat-là, mais je pense que ça peut aller des deux côtés. Ensuite, Wellington Turman, Bruno Silva. Puis écoute, Wellington Turman est meilleur partout. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je l'ai vu se faire knocker par Andrew Sanchez puis Astor qui affronte quelqu'un qui est un beaucoup plus gros power puncher. Bien que ça va être intéressant de voir, Bruno Silva est arrivé dans l'UFC. Pas le temps de se battre une fois, s'est fait suspendre par 2 ans par USADA. Donc, est-ce qu'il peut plus prendre les produits qu'il prenait qui faisaient que ça améliorait peut-être un petit peu sa capacité à être endurant dans ses combats et tout? Parce que si Bruno Silva arrive là puis il est sloppy, c'est déjà un combattant qui est un peu sloppy puis messy, il est juste puissant puis athlétique, fait qu'il génère du bon power capable de passer des combats à ses adversaires. Puis c'est que je le pique là, dans ce combat-là pour gagner par KO parce que comme je dis, Wellington Turman, sûrement plus technique et réfléchi que lui dans ses attaques debout. Mais je l'ai vu se faire knocker par Andrew Sanchez, même affaire dans ses attaques de grappling. Il est bon, tu sais, Wellington Turman, mais c'est pas le meilleur athlète dans la division, puis c'est pas le gars le plus durable dans la division. Fait que j'ai comme l'impression qu'il va probablement gagner, mais il va être là dans la cage pendant 15 minutes contre Bruno Silva, qui va juste essayer d'y arracher la tête. Donc, c'est beaucoup de temps pour un gars qui va juste essayer d'y arracher la tête. Je pense que Turman, s'il veut gagner ça, doit amener ça au sol, puis essayer de garder ça le moins dangereux possible, mais je pense que la différence d'athlétisme entre les deux va rendre ça quand même difficile pour Turman. Fait que j'ai Bruno Silva au deuxième round. Ensuite, un peu un combat to drew outcome là, pour moi, c'est Diego Lima a un peu la tendance Tyron Woodley de se back up le dos contre la cage lui-même puis d'essayer d'attendre là, pour des beaux counters qui peut lander puis avec les années, c'est de plus en plus surprenant. Désolé, comment il est capable de lander avec du sneaky power? Le problème, c'est qu'il lance juste pas assez. Et puis ça coûte cher quand même pour Diego Lima dans la plupart de ses combats. Contre Matt Brown, par exemple, qui est rendu à 40 ans, qui se fatigue de plus en plus rapidement comparé à avant. Pour vrai, je pense que j'ai pas le choix de favoriser Lima. L'affaire, c'est qu'est-ce que Lima... qui, oui, demande une plus belle endurance qu'avant, va être capable de juste se faire frapper fort comme Matt Brown frappe fort dans les premiers instants du combat. S'il n'est pas capable, il va juste se faire finir direct là, mais je pense que s'il est capable, il y a des très bonnes chances de gagner le combat. C'est pourquoi j'ai Diego Lima par décision. Ensuite, on tombe sur les prélims. Alexa Kamour contre Nikolai Negumereanu. Trash. Kamour par décision. Ensuite, Kanako Murata, Virna Janjiroba, ça va être un combat qui, la personne qui va réussir à avoir le top control va gagner, tout simplement. Puis Kanako Murata, c'est la lutteuse, c'est la fille qui va probablement recklessly essayer de take down son adversaire. C'est Janjiroba, au moins la décence d'essayer d'utiliser ses mains pour set up ses takedowns, même si son striking, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'air autant inconfortable que ça avec son striking. Là. Quand elle avait sa grosse touffe sur la tête, elle ressemblait à la version female de Ben Askren, puis c'était sa grosse touffe sur la tête, mais aussi majoritairement son striking qui est absolument affreux, puis le fait que des fois, elle pourchasse un peu des takedowns, mais Murata va être la meilleure lutteuse d'après moi, elle va être la celle qui va être la plus persistante sur les takedowns, puis comme j'ai dit, la personne qui va être sur le top va probablement gagner ce combat-là, parce que les deux sont bonnes en top, pas si bonnes que ça sur leur dos. J'ai donc Kanako Murata par décision. Ça nous met au combat le plus intéressant sur les prelims, Chaos Williams face à Matthew Semelsberger, puis un peu le même scénario que Brown contre Diego Lima ici, sauf que Matthew Semelsberger n'est pas Diego Lima. Il va absolument tabarnaquer la rince à Chaos Williams si Chaos Williams ne le knock pas out dans les premiers instants du combat. L'affaire, c'est que Semelsberger a tendance des fois à se faire frapper fort en début de combat, puis il a comme « Oh shit, faut que je me mette dans mon combat », un peu comme Brad Riddle là, qui s'est fait réveiller la semaine passée. Il a tendance à laisser ça y arriver un petit peu, puis il est très tough, d'habitude ne se fait pas finir en début de combat quand ces choses-là lui arrivent, mais Chaos Williams, on s'entend qu'il y a du power comme peu en nom. J'ai quand même Semelsberger, je pense que c'est lui qui va avoir le range. Il y a un genre de Carlos Condit style là, à range qui est très intéressant à voir.
Puis je pense que s'il est capable de garder son range, ça va bien aller pour lui. J'ai juste peur des premiers instants du combat quand il va se faire geler. Mais Semelsberger par décision, c'est mon pick. Ensuite, Josh Parisian, Rocky Martinez. Aïe, ça, je dis quoi par-dessus? Il y en a un qui mesure 5 pieds 8, pèse 300 livres, l'autre mesure comme 6 pieds quelques, pèse 260 quelques livres, mais il est juste plus en shape. Puis, tu sais, Rocky Martinez, qu'est-ce qu'il nous a montré à date dans ses 2-3 combats UFC de quoi de même? Pour que pas UFC level, super tough, presque impossible à finir, mais tu peux le dominer debout parce qu'il n'y a pas de reach sur personne. Calais, il y a 72 pouces de reach, je pense que Matthew Semmelsberger a 3 pouces de reach sur lui, puis c'est un 170 livres, puis Rocky Martinez pèse 300 livres by heavyweight. Fait que il n'y a pas de reach sur personne, donc se faire striker par presque tout le monde, se fait roffer à l'entour de la cage parce que c'est un gars de 5 et 8, esti, il n'est pas supposé se battre à heavyweight, il est juste super over. Fait que je sais pas pourquoi je parle de ça. Josh Parisian va gagner par décision. Ça met Joachim Silva contre Rick Glenn, puis tabarnouche, j'aime beaucoup Rick Glenn, j'y souhaite du succès, mais à chaque fois qu'il move up à lightweight, il était pas assez physique, genre, pour battre ses adversaires, même si des fois il était plus skilled qu'eux, puis Joachim Silva, c'est le genre de gars qui va gagner au troisième round, ben, c'est le genre de gars qui est presque juste physique puis très peu de skills en tant que tel. Fait que j'ai comme pas le choix d'y aller un peu avec Joachim Silva ici par décision. Puis ça nous mène à un combat qui est quand même intéressant. Prospect Fight, Casey O'Neill, Lara Procopio pour commencer cette carte-là. Et puis, j'ai comme. Je pense qu'il faut que je pique Procopio. Puis. C'est parce qu'O'Neill va nécessairement, je pense, essayer des takedowns dans ce combat-là. C'est la chose qu'elle semble vouloir faire là, de ce que j'ai vu d'elle jusqu'à date. J'ai juste vu 2 combats sur ces 6 combats pro, mais généralement, elle veut aller chercher des takedowns. Et puis, Lara Procopio aussi, c'est ça qu'elle a fait contre Molly McCann, mais elle a montré une game un peu plus complète contre Carole Rosa. Oui, elle a perdu, mais ils se sont lancés 314 punches par la tête chacune. C'est juste que Rosa était plus rapide, donc elle était capable de lander à peu près 2 à 3 punches à chaque fois que Procopio en landait un. Puis ça fait un gros strike differential en faveur de Carole Rosa, mais Procopio est quand même resté là dans sa face pendant 15 minutes à échanger avec elle comme si de rien n'était. Puis ça, c'était à 135 livres. À son début à 125 livres, elle a complètement out-wrestled Molly McCann. Donc pour le fait qu'elle a affronté des meilleurs gens, puis elle a eu de la meilleure adversité. Puis des fois, quand le match-up est très serré, puis c'est des filles qui sont quand même nouvelles dans leur carrière, 6-0 et 7-1, que tu n'as pas un gros sample size, il faut juste que tu y ailles pour la fille qui a les meilleurs adversaires, puis qui a démontré les meilleures choses contre le meilleur niveau de compétition. Puis ça, c'est Lara Procopio. Puis ça se peut que Casey O'Neill me prove wrong samedi soir. Ça se peut même très, très bien, parce que ça a l'air d'une très bonne prospect, mais avec le data que j'ai en ce moment, j'ai pas choisi avec Procopio par décision. Puis ça conclut mes analyses. J'ai fait ça quick en crise. Je suis bien content parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur cette carte-là. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire aussi pour me faire part de vos commentaires. Abonnez-vous à mes Talk sur toutes les crises de plateforme qui existent. Puis c'est ça. On se parle une prochaine fois. Ciao.